Étonnez-moi, Benoît. Aujourd'hui, j'accueille une chanteuse extraordinaire. Sa voix plane dans les aigus comme celle de Mado Robin. Sa diversité de style la rapproche d'Ima Sumac. Elle a tout chanté, de la musique d'avant-garde à la variété langoureuse. Et je vous l'ai dit, mon invitée aujourd'hui est une artiste fascinante par sa virtuosité de chanteuse, quand elle nous emmène notamment planer dans des aigus absolument incroyables, mais aussi fascinante et passionnante par sa curiosité, sa diversité, son éclectisme de goût et de répertoire. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ève Brenner. Bonjour Ève Brenner. Bonjour, Merci. je suis contente d'être là, dans ces couloirs que je connais si bien. Avec nous, on va en reparler des couloirs de la radio, mais ça c'est une chanson de Paul de Senneville que vous avez enregistrée en 1979. Senneville, je rappelle, il a fait les musiques de Klederman et pas mal d'autres variétés de l'époque. Et ça, vous rappelez cet enregistrement Je me rappelle très bien, et j'ai dit ça, c'est pour moi, je le veux. Ça fait un conflit de mandat avec mon autre maison de disques, mais je l'ai fait quand même. J'ai adoré ça, j'ai chanté ça un matin, vers 10h avec un rhume. Et la voix, ça vient comme ça le matin à 10h avec un rhume, y compris pour grimper dans la stratosphère. Quand il faut. Par-dessus les nuages. Voilà, ça évidemment c'est votre registre, on va dire, variété, on peut le dire, mais vous avez abordé tellement de registres différents, on va y revenir maintenant. Vous parlez de la musique, parce que oui. pour la voix, je suis une sorte d'anomalie, et tout le monde en a profité, m'en a fait profiter, donc ça m'a fait une vie formidable. Oui, alors justement, parlons-en de cette voix, Ève Brenner, parce que évidemment, on est tout de suite fasciné par cette facilité que vous avez dans les aigus. Je crois que c'est Antoine Goléa, le grand critique musical, qui disait que vous étiez la voix la plus haute du monde. Ouais, c'était un ronchon, mais moi, il m'aimait beaucoup. Il vous aimait beaucoup. D'ailleurs, vous avez fait beaucoup de musique contemporaine, on va en reparler, mais c'est à la fois, j'ai envie de dire, moi, je trouve ça irrésistible, les voix suraiguës, ces effets presque physiques qu'elles nous font éprouver, et en même temps, ça a quelque chose un peu d'une performance un peu acrobatique. Comment est-ce que vous conciliez ça, au fond, l'amour de la musique et ce côté un petit peu extraordinaire de la prouesse vocale? Alors moi, j'ai jamais ressenti ça comme une prouesse. Quand j'étais petite, ma mère m'a dit « tu chantes comme un oiseau ». Bon, moi, ce que j'aime, ce sont les voix graves. Ah oui, d'accord, oui. C'est une sorte de castrat. En fait, parce que j'ai un peu une voix de contralto aussi. Ah oui. C'est pour ça qu'on dit que j'ai la plus grande voix du monde. J'ai beaucoup d'octaves. Mais alors, ce que j'ai fait, j'ai travaillé beaucoup. Alors, l'aigu était toujours facile. Facile, comme ça, tout seul. Oui, facile, comme ça. Mais y compris jusqu'au sommet. Absolument, mais avec quand même une bonne musculature et une bonne technique. C'est genre 12 heures par jour, quand même, pour travailler. Quand je dis qu'on ressent, en écoutant des voix
très suraigu, comme ça, je pense aussi, on en reparlera peut-être à Mado Robin ou à d'autres, on ressent un effet physique tout à fait particulier. Nous, les auditeurs, est-ce que la chanteuse, elle aussi, est dans une espèce de transe quand elle arrive comme ça dans ses hauteurs, Non, moi, je peux pas m'empêcher de monter. Je peux pas m'empêcher, j'adore ça. Alors, c'est vrai qu'un jour, à France Culture, un auditeur m'a dit, mais ça vous fait pas mal? Bon, j'ai dit non, et vous? Alors, ça donne, paraît-il, la chair de poule, un peu, pour les personnes qui écoutent. Mais moi, non, je plane, je suis ravie. Ah, vous planez quand même. Ah oui, j'adore. Ah oui, j'aime beaucoup, je reconnais. J'avoue. Alors, je le disais, donc, l'autre caractéristique de votre parcours, c'est cet éclectisme incroyable, parce que entre Paul de Senneville et la musique d'avant-garde des années 60, il y a quand même pas mal de distance. Hein. Je trouve pas. Non, la musique, c'est la musique, et où on est touché, où on l'est pas. Moi, j'étais touchée par la mélodie là de Paul de Senneville, et puis quand j'étais aussi travaillé avec Diego Masson, avec mais quand j'étais au conservatoire, d'avant-garde. Ce qui leur plaisait beaucoup au conservatoire, c'est qu'ils me disaient, et ça, tu peux le faire? Ça, c'était à la cantine. Et je disais, on va essayer. Et comme j'étais, je suis rentrée dans un conservatoire avec l'ACME, j'en suis ressortie avec mon prix avec l'ACME, je suis rentrée dans un autre conservatoire à Paris donc avec l'ACME, je suis ressortie avec mon prix de solfège. Ce qui fait que je me suis retrouvée chantant pour les jeunes compositeurs. D'ailleurs, les cantates de Rome, 4 cantates de Rome, le même texte, pas la même musique. Mais ça, on va d'ailleurs en reparler de cette période, mais le passage de l'un à l'autre, pour vous, ça a toujours été naturel, le changement? Non, moi j'aime bien. Vous savez, je suis cavalière, alors tantôt je saute, tantôt je fais du dressage. Cavalière à cheval, hein? À cheval, oui. À cheval. Donc, varier les disciplines, ça permet de se renouveler, de se rafraîchir. Non, c'est bien. Bon, on va écouter, alors on va remonter dans le temps, comme on fait toujours un peu dans cette émission, Ève Brenner. On va commencer par écouter une étonnante plage de 78 tours, dans laquelle, alors on expliquera après, mais tout simplement, j'ai dit, c'est votre mère qui chante cette tyrolienne. C'est ma mère qui avait 24 ans. En 1939. Mélodie plein la tête et un petit pinceau dans le corps, là-haut de la rue. Mais je vois que je vous inquiète, je vais vous confier mon bonheur. Le chant de la ferme voisine, il m'a dit qu'on se courait ce soir, là-haut de la rue. Il m'a dit d'une voix câline qu'il ne vivait que pour me voir. Je lui ai dit que pour me plaire, il lui fallait vraiment, oui, là-haut de la rue, me donner sans autre manière un anneau pour mon petit doigt. Et je riais à gorge pleine, croyant qu'il se moquait de moi, là-haut de la rue. Mais comme vague, c'est la sienne qui l'a mise à mon petit doigt. Et c'est pourquoi la vie m'enchante et que j'écoute dans mon corps, là-haut de la rue, un petit pincenet qui chante la mélodie de mon bonheur. La bergère amoureuse par Dogana, alors accompagnée par les tyroliennes de Lutz, de ces nombreux disques de tyroliennes qu'on faisait avant-guerre. C'est donc votre mère qui n'était pas chanteuse professionnelle, non. Alors, Ève Brenner. Non, c'est ma mère avec l'orchestre de mon père. Avec l'orchestre de votre père. Voilà, et ce disque a été enregistré bien avant ma naissance. Elle était vedette des disques Polydor. Elle m'avait raconté ça. Je pensais jamais avoir la chance d'écouter ça.
C'est Mathieu Moulin, d'ailleurs, qui est venu ici il y a peu de temps, l'animateur de Marianne Mélodie, qui l'a retrouvé. Oui. Hein. Et donc, ma mère, était secrétaire de direction chez Max et Chic, je crois, enfin, un truc de. Ouais, en milieu musique. Vos deux parents étaient des musiciens. Et elle rencontre mon père, qui tout, comme elle était violoniste, et qu'à cette époque, quand on était d'une famille. Quand on est bien élevé, on apprenait la musique, donc elle avait appris le piano et le violon. Et c'était une excellente violoniste. Et je ne sais pas pourquoi elle a donc décidé de chanter comme ça. Mais ensuite, elle a joué de 5 instruments. De toute façon, c'était une femme tout à fait étonnante. Alors, parlons aussi, avant de revenir à votre mère, de votre père. Destin tragique, puisqu'il a été déporté pendant la guerre. C'était un juif allemand, musicien venu en France. Oui. Nous étions cachés dans un village, dans l'Indre, où j'ai été invitée il y a peu. Ouais. Et donc il a été déporté. Et là, dans ce village, j'ai rencontré des gens qui les avaient connus vivants, ce qui était extrêmement émouvant pour moi. Mais qu'est-ce que vous savez de l'histoire de votre père, qu'on voit ici en culotte tyrolienne en photo avec votre mère dans ses enregistrements d'époque? Je sais peu de choses. Je me rappelle une image, le bandoneon, parce que lui aussi jouait de plusieurs instruments. C'était un très bon flûtiste, clarinettiste, et il jouait aussi du bandoneon. Et je me rappelle une image où il avait écarté son bandoneon pour nous impressionner. Quand j'étais toute petite, j'avais 2 ans. Oui. C'est une image qui m'est restée. Ouais. Vos parents, donc, on peut pas dire que vous n'ayez pas été poussés. Parfois, dans les familles, on empêche les enfants de devenir artistes. Ou au contraire, votre mère, après, vous a tout à fait encouragé dans cette voie. Ah oui. J'ai même quitté le lycée où j'étais en avance, je faisais du grec, j'étais passionnée par les langues mortes. Et puis j'ai quitté le lycée pour apprendre à jouer du piano, 4 heures par jour de piano, pour devenir musicienne. Mais je ne voulais pas chanter. Ça, c'est votre mère qui le voulait? Non, c'est moi, je voulais jouer du piano. Mais bon, et je ne pouvais qu'être musicienne. On était 4 dans la famille, mais moi, je devais être musicienne. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait partie de son orchestre que nous avons remonté à une époque. Et à 14 ans, je faisais partie de cet orchestre. Mais c'était quoi l'orchestre de votre mère? Parce qu'elle dirigeait aussi, alors. Ouais, alors c'était des orchestres féminins avant la guerre, d'excellents musiciens, souvent des premiers prix de Paris en général, qui jouaient des choses difficiles, des ouvertures d'opéra, etc. Vraiment des trucs pas faciles. Et c'était assez concert-spectacle. C'était très sérieux, ouais. C'était de 18h à minuit quand même. D'ailleurs, le spectacle Ève Brenner, c'est quelque chose qui vous attirait un peu sous toutes ses formes, parce qu'il y avait la musique, mais il y avait aussi la danse. Alors oui, ça c'était aussi un de mes rêves. J'ai eu plusieurs rêves en fin de compte. Et donc ma grand-mère ayant dit non, on va pas la conduire à l'opéra, pas question. Ma grand-mère s'occupait des 3 enfants de ma mère pendant qu'elle courait le monde avec son orchestre, et ma grand-mère ça lui faisait bien du travail, donc je n'ai pas pu aller à l'opéra. Mais quand j'ai fait partie de l'orchestre de ma mère à 14 ans, je suis rentrée à l'Opéra de Lille. Là, j'ai travaillé comme une folle pour devenir danseuse classique. C'était ma passion. Nina Virubova, le machin rouge... l'oiseau de feu, voilà. Et j'étais passionnée par ça. J'ai tellement travaillé que je me suis fusillé les tendons. Ah oui, c'est gênant. Mais vous pensiez à ce moment-là devenir chanteuse éventuellement? Pas du tout. Alors j'avais horreur de la danse classique? Ça me plaisait pas du tout. Et puis j'entendais à la radio dans les années 50. Tiens, justement, écoutez. Mi
Et c'était... Non, ce n'était pas Eve Brenner. C'était une de mes idoles. Une de vos idoles, ouais, justement, à cette époque. Robin et Ima Sumac. Vous découvriez la musique à la radio, avec notamment Ima Sumac. Ah bah, Ima Sumac, là, oui, ça m'a tenté. Ce que j'aimais pas, c'était l'opéra, vraiment, opéra. À l'époque, je trouvais ça empoulé, ça me plaisait pas du tout. Et vous écoutiez Ima Sumac et Mado Robin, justement, dont les deux voix sont pas si loin de la vôtre, d'ailleurs. Hein. La preuve que je suis pas un phénomène. Le mélange des genres. La preuve que je suis pas un phénomène. Voilà, en tout cas, oui, Ima Sumac qui a peut-être contribué à vous mettre sur le chemin du chant. Non, ce qui m'a vraiment mise sur le chemin du chant, c'est que lorsque j'étais danseuse, comme j'avais un peu de voix, on emploie les gens au maximum dans les théâtres quand on est en saison. En saison, ça veut dire de l'automne au printemps, tout l'hiver dans un théâtre. Et donc, on m'a demandé de chanter des rôles dans les opérettes, même des petits bouts d'opéra. Et je me suis retrouvée chantant Aspasie. Bien chapeauté, beauté, bien concentré. C'est dommage, je n'ai pas d'enregistrement à l'époque. Mais c'était où ça alors ? Fifi, à Boulogne-sur-Mer, à Rouen, à Tourcoing, dans les théâtres. Je ne sais plus, j'en ai fait pas mal comme ça. Mais vous étiez entrée dans le métier vraiment, donc vous étiez. Oui, j'étais professionnelle, danseuse professionnelle. Et on a commencé à me demander de chanter, donc. Et puis, qu'est-ce qui arrive ? J'ai un camarade qui m'a dit, mais viens au conservatoire, tu vas passer tes prix. Tu viens au conservatoire. Tu as une voix finalement. Oui, viens, tu viendras juste passer les prix. Alors c'est comme ça que je suis rentrée au conservatoire de Caen. Avec au conservatoire de Caen d'abord. Caen. Hein, voilà. Donc je suis rentrée avec l'Acmé, je suis ressortie avec l'Acmé et mon prix, comme je vous ai dit. Donc déjà, vous étiez donc tourné vers des rôles qui vont chercher les notes très haut perché. Ça y était, c'était parti. Et puis l'Acmé, ça me fascinait, ce rôle romantique, merveilleux. J'adorais ce rôle. Après, quand je me suis rendu compte que je serais cantonnée dans l'Acmé, La Reine de la Nuit et pas Les Pêcheurs de Perles, c'était pas encore vraiment dans ma voix, mais Les Poupées des Contes, je me suis dit, j'ai passé toute ma vie à chanter ces trois trucs. Non. J'ai envie de faire autre chose. Voilà. Mais en tout cas, donc première période danseuse, puis un peu d'opérette, ensuite deuxième période chanteuse, et là vous décidez finalement de vous consacrer vraiment sérieusement au chant, et au point d'aller de Caen jusqu'à la capitale. Au Conservatoire de Paris, toujours avec l'Acmé, bien sûr. Toujours avec l'Acmé. Et là, comme effectivement j'étais une musicienne, on m'avait vraiment appris la musique et le solfège, donc c'est là que pour les concours de chant, pour les jeunes compositeurs, pour les prix de Rome, j'ai chanté. Et puis pour leurs maîtres aussi, qui se sont dit, et moi alors ? Alors, on va en parler de ça, mais d'abord, parlons un peu de votre professeur, Jean Giraudot. Jean Giraudot. Musicien merveilleux aussi, Jean Giraudot, acteur autant que chanteur d'ailleurs. Il était formidable, il m'a donné beaucoup d'excellents conseils. Notamment, ma petite Ève, quand vous sortez de chez vous, soyez toujours impeccable, vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Ah bon, ça c'est pas un conseil de chant vraiment, mais c'est important. Alors le matin à 10h, s'il y avait des gens, ou à 9h, s'il y avait des gens, il y avait souvent des auditeurs qui venaient écouter, ils disaient, ma petite Ève, vous allez bien nous faire un petit contre-mi, un petit contre... Comme ça, à 9h, à froid. Ça éduque. Ça éduque. Voilà, ça c'est l'enseignement de Jean Giraudot. Et effectivement, donc très vite, vous rencontrez le monde de la musique contemporaine. Alors, Messiaen, par exemple Oui, mais Messiaen, qui aimait beaucoup les rosaces oranges que j'avais sur mes robes. Vous savez qu'il aimait beaucoup les couleurs. Ah bon? Oui. Je sais qu'il aimait les couleurs, mais les rosaces oranges sur votre robe, je ne savais pas. Non, c'est vrai, en plus, ça faisait rire tout le monde. Donc, effectivement, Messiaen, tous ces grands maîtres, j'ai eu la chance de vivre avec ces grands maîtres, il faut dire siècle dernier maintenant, mon Dieu. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis un clip dans le coffret, pour qu'on voit que j'ai pas trop l'air d'être du siècle dernier, que je suis pas trop dégradée. Donc effectivement, Oana, Constant, Messiaen, enfin, tout le monde, Xenakis. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est des gens qui avaient une conception peut-être de la voix très instrumentale, et ils se sont dit qu'avec vous, ils avaient un instrument incroyable qui pouvait faire ils ont des pu choses écrire que les autres des ne pouvaient pas faire. Voilà, ça leur a bien plu, surtout qu'au conservatoire, si les jeunes compositeurs écrivaient quelque chose qui faisait référence à une œuvre précédente, il était saqué, donc il fallait qu'ils inventent. Donc c'était pratique avec moi. Ils pouvaient inventer. Certains leur ont dit qui va chanter ces choses quand elle sera morte. Mais bon, tant pis, ils en ont eu cure. Vous avez également dans cette période chanté du répertoire. Enfin, moi j'ai trouvé notamment un enregistrement d'Ariane Anaxos, Zerbinette bien sûr, puisqu'on est toujours dans l'aigu, sous la direction de Manuel Rosenthal. Ah oui, ça, c'est moi qui ai voulu chanter ça. On l'a donné très souvent, une des œuvres de Digne Denis, donc, qui était prix de Rome à 20 ans, et qui a écrit pas mal de choses magnifiques pour moi. Et Manuel me dit, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? J'ai dit, je voudrais faire Ariane Anaxos. Il m'a dit, justement, je vais faire une première partie, Strauss. Et alors là,
le pur bonheur. Ah oui, c'est donc que Manuel Rosenthal dirigeait les œuvres contemporaines et avait choisi en première partie un peu de répertoire adapté à vous. Voilà, et franchement, ça a été merveilleux. Alors, j'ai pas eu beaucoup le temps de respirer, c'était un tempo assez soutenu, mais merveilleux. J'ai énormément travaillé parce que, m'étant inspirée d'Elisabeth Schwarzkopf, un autre modèle pour moi, grand modèle pour moi, ça m'a été relativement facile. Il m'a suffi de me dire, ben voilà, tu chantes comme elle, tu réfléchis bien, les respirations, la façon de porter les sons et tout. Ça a été un immense bonheur, ces rôles. Concert public de l'Orchestre Philharmonique de l'ORTF en 1971 sous la direction de Manuel Rosenthal, avec donc vous-même Ève Brenner dans cette ère de Zerbinette, en cette période alors où vous rencontrez vraiment tout le monde, on peut dire notamment de l'avant-garde. On a évoqué Messiaen, les jeunes prix de Rome, on pourrait citer Marius Constant avec qui vous avez beaucoup travaillé. Alors Marius Constant, alors ça a été extraordinaire parce que j'ai fait partie d'Ars Nova. On avait à jouer pour un ballet de Roland Petit au Théâtre de la Ville. Le compositeur a fait un caprice parce que Roland ne voulait pas qu'on mette les musiciens dans la salle. Il a dit, je retire ma musique. Et Marius m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, on improvise. Je dis, on improvise. On a improvisé tous les soirs. Ah oui, c'est pas mal ça. Avec Marius et l'ensemble Ars Nova. À force d'improviser, on a tellement improvisé que ça finissait par être
pu tellement improviser parce qu'on se connaissait tellement, tous les musiciens, c'était merveilleux. Et on a même fait avec Marius un opéra improvisé qui s'appelait La Serrure, avec des costumes de Vakévitch. Ouais, des costumes de Vakévitch, un truc magnifique comme ça, complètement improvisé. Je n'ai pas, vous l'avez sûrement Alina, moi je l'ai pas. Vous étiez en tout cas de toutes les expériences, hein, aussi du côté de la danse avec Caroline Carlson, avec qui vous avez travaillé dans ces années-là. Donc voilà, j'ai pas regretté d'avoir appris la danse parce que pour Caroline c'était formidable. Je pouvais vraiment m'intégrer à son ballet, et tout en chantant, tout en apportant ma fantaisie parfois. Il faut dire que c'était aussi l'époque où le monde de la musique contemporaine aimait l'improvisation. Oui, il y avait tous ces collectifs de musiciens d'avant-garde. Caroline disait « we improvise », après elle disait « après on fixe ». Et voilà. Alors tiens, justement, il y a un petit document, on va reparler du compositeur tout de suite après, mais un petit document qui montre bien alors la couleur de la voix contemporaine avec cette virtuosité incroyable que vous apportiez, Eve Brenner, dans ces années-là. On va écouter cette petite minute de musique. Ne mettez pas les pieds dans le bol. La salade. Fallait pas marcher dedans. 1975, Eve Speaks. Eve Speaks. Lario Exxon me tombait sur l'épaule et nous traversions le plateau de l'Opéra Garnier avec Caroline Carlson en transportant Lario Exxon, qui doit mesurer près d'1m90, quand je disais bien mon petit bébé. Alors, vous avez cité il y a un instant le nom de Vakévitch, Eve Brenner. Alors, on connaît le grand décorateur de cinéma, mais là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui compte beaucoup dans votre vie aussi, c'est son fils, donc Igor, compositeur, très actif dans les années 70, avec qui vous avez beaucoup travaillé. On a pas mal travaillé, et lorsque Royan on a un peu oublié Igor Vakévitch d'ailleurs. Il est parti en Inde, oui. Et puis il y reste. Voilà. Je l'ai revu il y a peu. Donc il avait eu une commande pour Salvador Dali, qui écrivait un opéra, Être Dieu. Dieu. Voilà. Quand Royan était jumelé avec Shiraz, Persépolis, et malheureusement le festival n'a pas eu lieu, donc l'opéra est resté un enregistrement sonore. Ouais. Et donc cet opéra, il vous a donné l'occasion de rencontrer Dali. Oui, alors nous avons enregistré. Dali ne disait évidemment pas le texte qui était écrit par Montalban, il improvisait tout le temps. Mais je suis très fière parce qu'à la fin, il m'a dit ce que vous allez entendre tout à l'heure. Voilà, oui, un petit extrait justement. On enchaîne tout de suite, c'est toujours la musique de Vakévitch, donc deuxième passage, extrait de cet opéra Être Dieu, et vous allez entendre tout à fait à la fin la voix de Salvatore Dali.
Thank you very much. Voilà l'opéra inédit, on peut dire, hein, mais qui existe en disque. Il existe en disque. Donc, Être Dieu, Salvatore Dali, avec la musique d'Igor Vakevitch. Et une distribution absolument extraordinaire. Delphine Seyrig, Alain Cuny, Raymond Jérôme, qui ne sont plus de ce monde, comme vous dites, sont plus parmi nous. Non, c'est ça que vous dites. Ils sont plus parmi nous, hélas. Mais c'était très prestigieux et très intéressant. On peut retrouver cet enregistrement aujourd'hui ? Je crois. Il y a une grande bataille entre le Luxembourg et Barcelone. J'ai même pas pu mettre cet extrait sur le disque qui est sorti sur le coffret parce qu'il y a une bataille de droit comme toujours. Voilà. Oui. Alors Ève Brenner, donc voilà, vous êtes là dans ce monde de la musique contemporaine, de l'avant-garde, de l'expérimentation, au carrefour des arts et de l'improvisation. Et puis tout d'un coup, il se passe une chose vraiment étonnante et je vais vous raconter un peu ça. En 1976, vous allez changer, on peut dire complètement de registre et enregistrer un morceau appelé à faire un vrai succès qui s'appelle Le Matin sur la rivière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien voilà, oui, j'étais en train de répéter un opéra de Johanna Brusdowicz au Théâtre Gérard Philippe Saint-Denis. Je massacrais le concerto de Schumann sur un beau piano à queue en coulisses. Une nana passe à côté de moi, elle me dit jamais bonjour, toi. Et je la regarde, c'était Macha Béranger, qui n'était pas encore Allo Macha, et qui me dit écoute, je vais faire un disque, donc je voudrais que tu viennes avec moi, je veux voir mon producteur. Bon, je lui dis si tu veux. Et donc je rencontre Franck Thomas à ce moment-là, qui me dit, moi je lui dis que j'avais envie de faire une vocalise comme ça, que ma mère m'avait toujours dit que ça ferait un succès mondial, pourquoi pas. Alors je lui dis, il me téléphone 15 jours après, j'étais à l'opéra en train de répéter avec Caroline Carlson, il me dit j'ai un truc pour toi. Bon, viens écouter ça. Et il me dit bon, qu'est-ce que t'en penses ? Je dis je sais pas. Bon, on fait une maquette. On fait une maquette. Et puis il présente ça à la radio et les standards bloqués, ça a eu beaucoup de succès tout de suite. Donc ma mère avait raison. C'est bien de pouvoir dire ma mère avait raison. Ma mère avait raison, c'est presque du Guitry. Le Matin sur la rivière, donc c'est quoi exactement ce morceau au fond qu'il a écrit ? C'est un jeune homme de 20 ans qui n'est pas resté parmi nous très longtemps non plus, qui a écrit cette musique. C'est à peu près la seule chose qu'il a écrite. Et moi, j'avais l'impression, quand j'ai chanté, j'ai regardé loin devant moi, j'avais l'impression d'ouvrir une fenêtre, d'aller vers un monde stratosphérique, comme on me dit toujours. Et c'est ce que les gens me rapportent quand ils l'écoutent. Et ben voilà. Vous l'avez chanté alors un peu partout, hein, sur la télévision. Chanté et rechanté, oui. Ouais. Oui. Et je le chante toujours. Mais c'était quand même un changement total de monde par rapport à celui dans lequel vous évoluiez jusque-là. Je veux dire, on peut imaginer que les gens de la musique contemporaine, de vous voir tout d'un coup passer chez Daniel Gilbert ou chez Michel Drucker pour chanter des vocalises, ils devaient regarder ça avec un mélange peut-être un peu de jalousie et un peu de condescendance, non ? Pour eux, j'étais devenue une chanteuse milliardaire, donc ils pensaient que ça m'intéressait plus de travailler avec eux, ce qui était faux. Oui. Les gens de la variété considéraient que de toute façon, j'étais une pièce rapportée. Oui. C'était le grand succès de Nicolas Perrac, tout ça. Quand je faisais signe aux gens de chanter en chœur avec moi, c'était un grand éclat de rire dans la salle. Donc, c'était pas confortable, mais ça m'est égal. Je me suis fait immensément plaisir. Et j'ai touché le grand public, ce qui est agréable. Quand vous voyez les visages émus des gens, quand vous chantez, c'est merveilleux. Très grand succès, hein, ce Matin sur la rivière, en France et à l'étranger. Et partout dans le monde, et encore actuellement. Oui. Les gens le redécouvrent quand les gens le partagent sur Facebook. Et j'ai toujours des rapports très, très touchants des gens à propos de ce disque.
Le matin sur la rivière de Charles Calais, on n'a pas dit son nom. Charles Calais. Je suis née à côté d'une rivière et j'ai réalisé il y a peu, quand je suis allée dans ce village, qu'effectivement, Franck Thomas, qui ne le savait pas, a appelé cette mélodie comme ça. Et en réalité, je suis née près d'une rivière, c'est rigolo. Ça, c'était en 1976, à Ève Brenner. Donc, tout d'un coup, ce succès incroyable qui a été suivi par d'autres. Le premier morceau, par exemple, qu'on a entendu au début de l'émission, comme Amour, qui a été enregistré 3 ans plus tard, ça a été aussi un très gros succès. Oui. Il a été repris d'ailleurs comme générique d'émission. Au nom de l'amour, l'émission de Pierre Bellemare. J'étais contente. Voilà. Donc, tout d'un coup, de nouvelles portes, je l'ai dit, s'ouvraient à vous. Ça vous a pas empêché d'ailleurs de continuer quand même dans ces années-là les aventures du côté de l'avant-garde, par exemple Akanthos de Xenakis. Akanthos, enfin oui, vous en savez plus que moi parce qu'il y en a eu 75, 73 créations et c'est pas fini. Je viens de recevoir des mélodies de Jean-Louis Petit. Oui. Qui me les a envoyées et qui, en fait, il me dit, je les ai écrites en 94. Je lui dis, tu me les envoies maintenant. Didier Denis qui a écrit un nouvel opéra qu'on prépare. Je continue, je n'abandonne rien. Et quand on me propose quelque chose, je ne refuse pas. Vous acceptez presque toutes les expériences musicales, s'entend. Et alors, justement, finalement, donc après ces quelques succès populaires, vous êtes un temps, on pourrait dire, tourné plus vers de la chanson, même de la chanson un peu langoureuse, comme ça, enregistrée avec fantaisie et un peu de second degré. Il y a Amoureuse de Pierre Delanoë, Le Rêve d'Ève, toujours Delanoë et Claude Morgan, avec des merveilleux arrangements de Jean-Claude Petit. Comment vous avez décidé comme ça de faire tout d'un coup ces disques de chansons d'amour? Moi, j'avais signé un contrat de 3 ans. Ah, oui. il fallait chanter des choses. Non, mais on m'a proposé des choses. Et il est vrai que souvent, les gens avaient envie de m'écrire des Ave Maria. Et Mireille d'Arc m'a dit, mais enfin, quand même, il faudrait que tu chantes comme Barbra Streisand. Je dis, écoute, Barbra Streisand fait très bien ce qu'elle fait. Je pense pas qu'elle ferait ce que je fais, mais moi, je pense pas faire aussi bien ce qu'elle fait. Mais elle m'a dit, mais quand même, faut que tu chantes des paroles. Donc, elle m'a présenté Pierre Delanoë. Ça s'est passé comment? Ah bah, très bien. Ils m'ont écrit des textes. Et puis voilà, on a enregistré des choses que j'ai bien aimées aussi. Mais j'aime tout du moment que... Vous savez, j'ai fait beaucoup de théâtre musical aussi avec François Billet. Alors, du sur-mesure pour l'instant avec Pierre Delanoë. Donc, premier disque avec Amoureuse et Le Jardin sous la mer. Hein, musique de Cyril Assous. Jardin sous la mer, oui. Amoureuse, je crois aussi, oui. Paroles de Beria, Jean-Michel Beria. Et ça, c'était en 1981. Et puis, Le Rêve d'Ève. Alors là, c'est Delanoë qui a fait les paroles. Un jour, je l'ai fait pour une émission de télévision qui doit être à l'INA. D'ailleurs, j'étais assise au milieu d'un étang parce que je m'étais cassé le pied sur le tournage sur un caillou. Et en fait, j'ai attrapé la gale dans l'étang. C'est une anecdote que je n'oublierai pas. Et les arrangements de Jean-Claude Petit. Et toujours Jean-Claude, donc grand musicien, merveilleux musicien que j'ai connu au moment du Matin sur la rivière. Et en tant qu'ancien du conservatoire, tous les deux, on se faisait beaucoup plaisir avec la musique. Oui, vous avez beaucoup travaillé avec lui, un arrangement de la sicilienne de Bach, etc. Et la musique de Manon des Sources. Oui, avec lui ça aussi. Qu'on va entendre après. Mais donc c'est un complice, on peut dire, Jean-Claude Petit. Non, c'est mieux que ça quand même. Un ami. Oui, un ami dans la musique, mais voilà, on se comprend, on est des frères un peu, voilà, quelque chose comme ça. Oh
rêve d'Ève, c'est donc une de ses chansons enregistrée par Ève Brenner dans un répertoire tellement éclectique, mais avec toujours évidemment cette voix qui plane et qui plane souvent très haut. Je reviens un petit peu à cette question de l'aigu et du suraigu. Ève Brenner, c'est quoi la note la plus haute que vous chantiez? Contre-ré. Contre-ré. C'est en musique contemporaine qu'on m'a fait ça. Ah oui. Mado Robin, elle va jusqu'où? Je sais pas. Ah ouais. Je sais qu'elle a enregistré des contres-là. Maintenant, je sais pas. Vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Non, mais c'est pas une course, mais c'est juste pour savoir un petit peu. J'essaye de faire, et parfois je fais. Essayez de comprendre. Dans toutes ces années, vous avez également, alors puisque on l'a compris, vous êtes de toutes les aventures. Vous avez également prêté votre voix à un certain nombre de comédiens ou de comédiennes plutôt au cinéma, notamment dans Papy fait la résistance, par exemple. Jacqueline Maillan. Oui. J'ai même, à un moment donné, j'étais obligée de faire du doublage parce que c'était compliqué de faire coïncider l'enregistrement de la bande de chant et puis la bande parlée. Donc j'ai imité Jacqueline pendant que j'y étais. J'ai adoré ça. Donc c'était un contre-mi qui faisait exploser un verre de cristal. Ça a beaucoup impressionné le public. Et il est de vous, le contre-mi de Papy fait de la résistance. D'ailleurs, le cinéma, il en reste quelque chose dans votre famille, puisque Ève Brenner, vous avez aussi deux enfants artistes, dont un fils cinéaste. Mon fils est réalisateur. Il a réalisé notamment Gomez et Tavares, très grand public, et Elle s'appelait Sarah, qui a ému dernièrement le public, avec Christine Scott-Thomas. Et voilà. J'ai chanté pour lui dans UV sur une musique de ma fille. Et alors, dans un des films de votre fils, il y a également Marion Cotillard qui chante, et c'est vous qui lui avez fait travailler. Marion Cotillard, oui, pour les jolies choses. Mon fils m'a dit, voilà, elle a un rôle de chanteuse, est-ce que tu pourrais... Bon, j'ai dit, écoute, tu l'amènes. Et ça s'est extrêmement bien passé. Marion est une fille bosseuse. Ouais. Je l'ai beaucoup fait pleurer parce qu'il fallait que ce soit émouvant. Et elle m'a dit, tu sais, il m'a dit, si elle n'y arrive pas, elle fera un playback. Je dis, non, elle va y arriver. Et elle y est tellement bien arrivée qu'au lieu d'une chanson, elle en a fait 3, dont une carrément a cappella. Et ensuite, elle a été engagée par Daon pour faire La Môme. Évidemment. Et oui. Donc, voilà, ça a été un peu grâce à vous, Ève Brenner. Votre fille chante aussi, hein? Alors, ma fille chante, elle était meneuse de revue aux Folies Bergères. Il va falloir que je l'invite d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment dans la chanson parisienne. Oui, en particulier. Elle n'a pas voulu. Alors, ça aurait été une magnifique contralto. Elle a une très belle voix. Mais Aude Brenner. Mais Aude a un don d'écriture. Ça saute une génération. Ma mère écrivait très très bien. Ouais. Et ma fille écrit très bien. Elle vient d'écrire un spectacle. Ils ont donné tout l'hiver à Paris. 2 amoureux à Paris, qui est un peu autobiographique. Donc après ses aventures aux Folies Bergères, elle était repartie en Bretagne, au bord de la mer, puis elle est revenue à Paris, elle a tout recommencé. Et ils s'en vont en Avignon cet été, et j'ai enregistré avec elle une chanson sur la Tour Eiffel, avec des contre-machins aussi. La Grande Dame de Paris. La Grande Dame de Paris, c'est très très beau. On a enregistré ça il y a 1 an, dans son salon. Voilà. Et donc ça, ce sera peut-être l'occasion d'une suite à cette émission. Mais je voudrais qu'on vous retrouve maintenant encore dans un doublage de film, Ève Brenner. Là, il s'agit d'Elisabeth Depardieu. Dans Manon des Sources. Ah oui, alors Manon des Sources, Elisabeth Depardieu, Jean-Claude Petit m'a dit aussi de lui donner des cours de chant pour qu'au moins, et puis le réalisateur m'a dit, il faut qu'elle soit crédible. Alors j'ai fait travailler Elisabeth, qui arrivait presque à chanter quand même. Oui. Voilà, et puis en fait... Finalement, c'est vous qui avez enregistré. C'est moi qui ai enregistré, oui, c'était pas prévu qu'elle le fasse. Moi, j'aurais aimé parvenir à lui faire chanter, mais c'était quand même un peu difficile. Et c'est donc dans le film, et vous chantez ici avec Gabriel Baquier. Gabriel Baquier, on a enregistré à l'église du Liban, et Gabriel me disait, qu'est-ce que tu veux comme tonalité? J'ai dit, tu choisis, moi je me débrouille. De toute façon, moi j'ai une voix roucombalusier, donc je me débrouille.
L'ami Gabriel Baquier, qui nous saluons, il nous écoute souvent, ici en duo avec vous, Ève Brenner, dans cette grand plaisir de chanter avec ce séducteur invétéré. Ce séducteur invétéré, vous pouvez le dire. Et là, c'était la musique de Jean-Claude Petit. On la retrouve d'ailleurs, Ève Brenner, avec pas mal de choses qu'on a entendues ce matin dans un coffret formidable qui a été réalisé justement par Mathieu Moulin chez Marianne Mélodie. Je sais pas comment ça s'est fait cette rencontre, mais j'ai l'impression que ça a bien pris. Mieux que ça. Ah non, maintenant on se quitte plus. Ce matin, il m'a téléphoné debout. Il m'a dit il faut être là. Et il est très partie prenante. Il aime les voix aiguës et il s'occupe de ses artistes et c'est un merveilleux directeur artistique. Ouais. Et donc dans cet album, il y a... Alors c'est un triple CD, c'est vraiment, on peut dire, une grande anthologie Ève Brenner avec tous les styles, justement, la musique contemporaine à la variété, en passant par le grand répertoire et par toutes sortes d'expériences qu'on a évoquées. Ça s'appelle La plus grande voix du monde et il y a également un DVD. Il y a un DVD, voilà, et qui a été tourné il y a 2 ans. Ouais. Donc ça prouve que... Ça va toujours. Sur une chanson écrite par Jean Buzy, qui raconte un peu mon histoire et ma triste histoire en fait d'enfance. Oui. Mais c'est pas triste, c'est pas pathos, c'est beau, c'est très beau musicalement, ça fait un peu rêver quand même. Vous travaillez toujours sérieusement le chant, Ève Brenner ? Ah bah sinon je pourrais plus chanter. Oui, non, mais je sais pas. Peut-être qu'on peut décider à un moment de prendre un peu de distance. Jamais. Non, jamais. Non, c'est pas du tout dans votre état d'esprit. Non, non, pas du tout. Vous faites des vocalises ? Ah bah oui. Vous allez chercher tous les jours il faut quand même l'entretenir, cet instrument. Graves. Oui, il faut l'entretenir, oui. Vous avez peut-être des projets d'enregistrement ? J'ai des projets surtout de concerts. Oui. D'abord, j'ai monté une compagnie de concerts. On chante beaucoup de baroque, puisque entre la musique contemporaine et la variété, les gens disaient de toute façon, elle ne peut pas chanter autre chose. Donc, j'ai monté ma propre compagnie, ce qui était le meilleur moyen de chanter du pergolèse. Et je fais des concerts-spectacles. Et souvent, à la Sainte-Chapelle, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et vous allez voir aussi du côté, effectivement, du répertoire de Castra et de toutes ces voix. Toujours avec des voix de Castra, effectivement. Parce que, comme c'est un peu ça, ma voix, en réalité... C'est un peu quelque chose comme ça. Donc avec des sopranistes, c'est très impressionnant, c'est très séduisant. Voilà, on fait ça. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Ève Brenner, pour ce portrait. Merci de m'avoir invité. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé ce public. De la radio. Vous avez presque fait vos débuts. Et de France Musique. On se quitte avec un peu de Villa-Lobos et encore de belles vocalises. Merci. Chantées par vous, à retrouver dans le disque de Marianne Mélodie. La Bachianas Brasileiras numéro 5 avec l'orchestre Christian Chevalier et Ève Brenner dans un enregistrement de 1976 à retrouver donc avec beaucoup d'autres dans ce disque chez Marianne Mélodie, la plus grande voix du monde, Ève Brenner, 3 CD et à retrouver également sur mariannemelodie.fr.